Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afro-Business. Un numéro au cours duquel nous allons parler de la hausse sans cesse croissante ces dernières années de la production de café au Cameroun. Une édition qui porte également sur les chiffres en nette hausse. On parle de 16 000 tonnes prévues par l'État du Cameroun pour la campagne en cours, soit une augmentation d'environ 45% par rapport à la campagne précédente. Il faudrait savoir qu'il y a plusieurs éléments qui ont été mis en jeu pour parvenir à ces chiffres qui ont été annoncés par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Les bonnes pratiques pré- et post-récolte et à l'accompagnement du gouvernement qui, lui, a mis à contribution 10 milliards de francs CFA pour accompagner environ 60 000 producteurs nationaux. Un sujet qui sera suivi d'un entretien accordé à l'équipe d'Afro-Business par Brice Djolako. Il est logisticien, déclarant en douane. Il est également formateur. Il va nous répondre justement sur l'impact de la hausse de la production caféière sur le plan national et sur le plan international. Regardez. 10 milliards de francs CFA, financement mis à contribution dans la campagne cacao-café en cours. Le montant débloqué dans le cadre du guichet producteur, soit 6 350 milliards de francs CFA provenant de l'État et 4,2 milliards, dont de l'initiative des forêts de l'Afrique centrale, le CAFI. Plus de 60 000 producteurs sont ainsi visés en accompagnement ou subvention dans ce mécanisme qui se donne pour ambition d'accroître la production du cacao à 640 000 tonnes et celle du café à 160 000 tonnes pour cette campagne 2024-2025. Une production en nette augmentation par rapport à la campagne précédente qui affichait 266 725 tonnes pour le cacao et 41 181 tonnes pour le café. La production haussière du café s'explique, selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Gabriel Bayrobé, par le renforcement des champs-écoles du PARF Café. De plus, les bonnes pratiques pré- et post-récolte mises sur pied exacerberont une augmentation qualitative et quantitative de la production, 258,5 tonnes supplémentaires de café arabica et 4 242,5 tonnes supplémentaires de café robusta qui sont attendus pour cette nouvelle campagne. Des objectifs qui, si atteints, permettront de remonter une courbe à la tendance baissière durant les 3 précédentes années. Il est à noter qu'en 2023-2024, la production a chuté de 24% pour se situer à 10 953 tonnes contre 13 704 un an plus tôt, en raison des aléas climatiques et de l'insécurité dans les régions productrices comme le Nord-Ouest. Et malgré cette baisse de la production, les revenus issus des exportations de café ont connu une augmentation significative. 25,88 milliards de francs CFA contre 18,76 milliards lors de la campagne précédente. Et à date du 20 mars 2025, l'arabica se vendait à plus ou moins 5 000 francs CFA le kilogramme et le robusta à 3 200 francs CFA le kilogramme. Je vous invite à présent à regarder cet entretien avec Brice Djolako. Il est logisticien, déclarant en douane et formateur. Il nous répond dans ce numéro sur l'impact de la hausse de la production caféière tant sur le plan national qu'international. Brice Djolako, bonjour et bienvenue dans Afro-Business. Armel, bonjour. Bonjour également à tous ceux qui nous regardent cet après-midi. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à cette émission. Alors, dans cette édition, nous parlons de la filière cacao-café, mais on met plus d'ancrage sur le café qui parfois est oublié au profit du cacao. Et on s'intéresse particulièrement aujourd'hui à l'impact de sa production dans l'économie nationale et peut-être même sous-régionale et mondiale, parce qu'aujourd'hui, le café a atteint des prix jusque-là, on n'espérait pas. Alors, le pays, le Cameroun, lui, il ambitionne pour cette campagne 2024-2025 une production de 16 000 tonnes de café pour cette campagne, soit une augmentation de 44,9% par rapport à la saison précédente. Alors, de quels éléments dispose le Cameroun justement pour parvenir à atteindre ces 16 000 tonnes? Il faut dire d'abord que ça, c'est selon les chiffres officiels. Ce qui n'est pas aussi très loin d'être des chiffres qu'on pourrait atteindre, au regard justement des efforts fournis par les caféculteurs ainsi que tous les acteurs qui entrent dans la chaîne de production jusqu'à la commercialisation. On s'est rendu compte qu'au fil du temps, non seulement les prix, l'augmentation des prix a favorisé cet élan, mais aussi la détermination des caféculteurs a augmenté également la détermination. Mais aussi, il faut rappeler qu'il y a eu plusieurs projets de relance du secteur, projet national de relance
du secteur café particulièrement, parce qu'il y a de cela quelques temps, on ne parlait que du cacao, comme si le café également n'existait pas. Pourtant, c'est une autre culture de rente. Je peux également dire que ces différents programmes nationaux de relance du secteur ont apporté d'une manière ou d'une autre leurs fruits au regard de ce qu'on observe aujourd'hui dans les champs, dans des plantations. Justement, il y avait aussi les deux programmes, un programme pour le secteur café et un autre programme pour le secteur cacao. Vous voyez donc aujourd'hui, le programme pour le secteur café a rapidement réussi. Mais sauf que pour le secteur cacao, autant pour moi, a rapidement réussi. Ce qui prouve également la qualité du cacao que nous avons. Sauf que pour le secteur café, ça traîne encore. Donc, au regard des chiffres, de l'augmentation des chiffres de production, notamment dans la campagne de 2023-2024, si les producteurs tiennent bon et que l'État joue son rôle, il est possible qu'on atteigne ces chiffres. Parce que rappelez aussi que nous sommes à plus de 10 000 tonnes produits. Oui. Avec environ 503 ou 504 tonnes en ce qui concerne le café Robusta et l'Arabica qui a environ 10 000 tonnes. Donc, on se rend à l'évidence que ces différents programmes aujourd'hui apportent leurs fruits. Mais sauf qu'il va falloir faire plus. Parce que déjà, la détermination des producteurs, il y en a. Donc, on peut espérer, au regard des éléments que je viens tout à l'heure de livrer. Mais est-ce que, justement, la réussite de la filière cacao n'a pas été un peu à l'origine de cet engouement observé chez les producteurs de café et peut-être atteindre le même niveau que le cacao, peut-être le dépasser? Non, pas la réussite, pas seulement à ce niveau. D'autres peuvent analyser sous cet angle-là. Mais de façon technique, l'augmentation du prix de cacao n'a pas eu tellement d'effets multiplicateurs dans le secteur du café. Ce qu'il y a sur le café, c'est qu'il y a la demande. La demande est désormais croissante sur le marché mondial. Et aussi, les grands producteurs de café aujourd'hui ne produisent plus exactement comme ils l'ont fait dans le passé. Et il y a aussi la qualité du café camerounais qu'il faut avouer. Cette qualité du café camerounais qui, aujourd'hui, est disponible sur le marché international favorise aussi l'essor de ce secteur d'activité. Je voudrais également rappeler que les cafés, il y a également eu un programme d'encadrement. Très bien. Et initié aussi souvent régulièrement par les associations. Le secteur privé en général a beaucoup encadré les cacaoculteurs. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on peut dire que toutes ces différentes méthodes, ces différents facteurs ont contribué à ce que le secteur du café puisse un peu émerger. Et on espère bien que ça va beaucoup plus émerger. Parce que lorsque vous regardez les statistiques sur le plan international, les grands producteurs de café, notamment dans l'Amérique du Sud, ne sont plus les mêmes, ne s'en donnent absolument plus. Donc ce qu'on dirait simplement aux producteurs camerounais, de ne plus enlever les troncs de café pour planter seulement le cacao, mais aussi de reprendre cette même culture parce que ça va également nourrir son homme dans les années qui vont suivre. On viendra justement à l'autosuffisance alimentaire au Cameroun parce qu'on a l'impression que beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui se consacrent au café, au cacao. On néglige par exemple le manioc qui pourtant peut bien nourrir, doit bien nourrir les populations camerounaises. Est-ce que là aussi, ce n'est pas une conséquence de la situation actuelle que l'on vit? On a une augmentation des prix sur le marché camerounais. Non, ce n'est pas automatiquement une conséquence. C'est pas automatiquement. Pour ceux qui connaissent bien le secteur, on ne peut pas analyser de cette façon. Alors, comparé par exemple à la filière manioc que vous voyez, vous allez vous rendre compte que l'État met beaucoup de moyens sur la filière manioc. C'est une réalité. Et c'est à travers également la politique d'import-substitution, nous nous sommes rendus compte qu'il y a certains démembrements de l'État qui ont beaucoup plus appuyé des personnes qui exercent dans le secteur manioc. Je profite de l'occasion pour saluer le Conseil national des chargeurs du Cameroun qui, à plusieurs reprises, à travers son directeur général, M. Augustin Mbapé-Penda, a beaucoup encadré le secteur manioc dans la politique d'import-substitution. Maintenant, en ce qui concerne les cultures, par exemple de rente, comme le café et le cacao, et particulièrement le café, nous sommes dans l'obligation de le faire. Malheureusement, une lecture technique nous oblige à accepter que nous sommes dans l'obligation de le faire. Parce que, vous savez, à l'international, les échanges sont basés sur les devises. Le CFA n'est pas reconnu en Europe. On ne reconnaît pas le CFA aux États-Unis comme étant une monnaie d'échange. Par conséquent, pour effectuer les opérations d'import-export, il faut à tout prix réserver un certain nombre de devises à l'extérieur. Et ce sont ces devises-là qui nous permettront de faire les opérations d'importation. On n'achète pas avec le franc CFA. Du coup, il faut accumuler l'euro. Donc, de façon simple, pour que ceux qui nous regardent écoutent,
pour accueillir l'euro, le dollar à l'extérieur pour facilement effectuer les importations. Il est bien vrai que sur le plan économique, c'est un peu gros à expliquer, mais voyez-vous, avec cette allure, il est difficile aussi, puisque vous avez également embranché votre question sur l'autosuffisance alimentaire. Exact. Il est difficile d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à cette allure. Même si il est impossible de ne pas accentuer les cultures de rang, puisque nous devons importer les engrais avec cet argent. Mais aussi, il est difficile. Pourquoi? Parce qu'en réalité, des éléments basiques, ce qu'on peut appeler les cultures destinées à l'alimentation directe de la population ne sont pas accentuées. Vous avez parlé du manioc, on pourrait également parler du macabo, on peut parler également des pommes de terre. Et je vous rassure que les pommes de terre camerounais, pour nous qui sont les acteurs du secteur d'import-export, les pommes de terre camerounais sont très, très recherchées. Très, très recherchées à l'extérieur. Seulement, les pommes de terre camerounais ne sont pas vendues dans l'espace Union européenne parce qu'on a un fort concurrent qui est la Hollande, grand producteur mondial des pommes de terre, et qui empêche à ce que le Cameroun exporte ses pommes de terre. Donc, je profiterai tout en disant que ça pourrait être rentable ou alors donc favoriser l'autosuffisance alimentaire si jamais les cacaoculteurs, les caféculteurs, ainsi que tous ceux qui sont dans ce secteur d'activité pouvaient profiter de la flambée des prix pour réorienter leur culture dans d'autres secteurs, c'est-à-dire le manioc, le macabo, les pommes de terre et tout ce que nous consommons régulièrement au quotidien. Là, on pourrait atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais au regard de ce que nous observons aujourd'hui, notamment la conséquence de la flambée des prix, il est difficile pour celui qui cultive le café d'engranger les grains et réorienter ces mêmes grains au niveau pour la culture du manioc, culture du macabo et bien d'autres. Or, c'est là-bas qu'on doit atteindre l'autosuffisance alimentaire. On n'atteindra jamais l'autosuffisance alimentaire en cultivant du café et du cacao. Ça ne sera pas possible. Or, celui qui sait déjà que c'est une culture très rentable, qui lui donne énormément d'argent, il est très difficile pour lui de prendre l'argent issu de la vente de son café ou de son cacao et d'injecter dans la banane plantain, d'injecter dans autre chose. Alors, pour revenir justement à la culture du café, on a le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, qui parlait de 5000 tonnes qu'on va atteindre à la fin août 2025 pour essayer de redresser une courbe qui est en nette baisse depuis pratiquement 3 ans. Mais est-ce qu'on est sûr que plus ou moins on a pu atteindre ces chiffres avancés par le ministre? Bon, il est difficile. Il est un peu difficile, mais je ne saurais être péremptoire. Parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a l'engouement d'abord des producteurs locaux. Ils sont déterminés. Juste à travers la flambée des prix, ça leur sert de carburant. Mais aussi, l'État doit un peu aller de façon un peu exponentielle. C'est-à-dire, ne pas se concentrer uniquement sur le cacao. Parce que nous nous sommes rendus compte, à l'égard des analystes, que l'État se concentre beaucoup plus sur le cacao. Pourtant, le café est là, qui peut également être rentable. Donc, nous voulons, si ça peut être possible, si l'État développe encore plus des politiques d'encadrement de ce secteur. Il y a eu des plans nationaux de développement du secteur café, mais il faut que l'État aille plus. Et aller plus, c'est quoi? Parce que lorsqu'on va parler un peu de façon soutenue, certaines personnes ne comprennent pas. Pour être clair et simple, l'État doit injecter plus de devises, plus d'argent dans le secteur. On ne peut pas seulement se limiter au discours. Parce que je peux vous rassurer, j'ai fait le Mongo dans les recherches. J'ai fait le Mongo, j'ai fait le Mbamekim, j'ai fait l'Est du Cameroun. Et je me suis rendu compte qu'avec cette flambée, les caféculteurs sont désormais déterminés à cultiver cette plante-là. Mais il manque uniquement des moyens pour atteindre également le chiffre que le ministre dit. C'est possible, mais à condition que certains déterminants soient pris en compte. Orienter l'investissement, orienter le financement, non seulement dans l'encadrement, c'est-à-dire la formation, mais aussi les accompagner sur le plan financier, même dans les récoltes, la semencerie, les récoltes et bien d'autres. Il y a beaucoup de pans qu'il va falloir à tout prix prendre en considération pour augmenter et atteindre le chiffre dont le ministre a dit. Mais est-ce que nous sommes sûrs que ça se fera? Encore qu'il n'y a pas seulement ça, il y a aussi le problème d'enclavement.
Parce que là, c'est un problème très, très déterminant. Lorsque vous faites l'arrière-pays dans les recherches, vous allez vous rendre compte que les zones où ces deux cultures de rente, c'est-à-dire le café et le cacao, sont majoritairement prises en compte. Ces zones sont extrêmement enclavées. Allez un peu dans le Mungo, allez un peu dans le Mbam. Je suis allé dans un endroit, je crois, qu'on appelle Bangta. Je suis allé à Bangta pour faire de la recherche. Je me suis rendu compte que pour faire sortir le cacao ou le café à Bangta, il faut passer presque 3 jours de route. Vous vous imaginez? Donc, pour atteindre ce chiffre-là, il va falloir une action synergique de tous les membres du gouvernement qui interviennent dans ce secteur d'activité. C'est-à-dire le ministre des Travaux publics pour la construction des routes, désenclavement, le ministre des Finances pour apporter, le ministre des Transports, tous ces départements ministériels qui œuvrent ou alors qui peuvent œuvrer pour le développement de ce secteur. Là où on peut atteindre. Mais s'ils n'agissent pas de façon synergique, il sera très difficile. Or, les producteurs sont engagés à le faire au regard de la flambée des prix que nous avons connue. Alors, nous n'allons pas ignorer, on ne va pas éluder la hausse des exportations qui se poursuit parce qu'il faut le dire, on a observé une courbe qui est de plus en plus croissante depuis ces derniers mois. La dernière campagne a généré 25,88 milliards de francs CFA contre 16,76 milliards lors de la précédente campagne. On a une augmentation soutenue par la nette amélioration, de la qualité de l'arabica et de la qualité maintenue du robusta. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été justement mis à contribution pour atteindre ce sommet et ces chiffres. Oui, mais ces éléments ne suffisent pas. Quand je vous parlais tantôt du plan national de développement de ce secteur, c'est un élément important qui a été mis sur pied, mais ça n'a pas atteint. Ça n'a pas atteint les objectifs escomptés. Si vous avez suivi les objectifs que le ministre a donnés l'année passée, ces objectifs n'ont pas été atteints. C'est là le problème. Parce qu'il y a un déterminant aussi très important que je venais de relever, l'enclavement. C'est ça le réel problème. Vous pouvez financer notamment ce plan, par exemple par l'octroi des engrais, la semence à travers les institutions telles que l'IRAD et toutes ces institutions étatiques qui favorisent l'ensemencement. Mais alors, si les bassins ne sont pas accessibles, ça sera extrêmement compliqué. C'est ce que je ne cesse de le dire. Parce que nous avions fait l'arrière-pays en faisant les recherches dans ce secteur. Est-ce que des propositions justement ont été apportées par vous à ces différents ministères? Oui, justement, nous avions eu à siéger à plusieurs reprises avec les associations, avec les GIC de planteurs, que nous, généralement, je tenais régulièrement les conférences sur l'import-export. Comment exporter la chose, quelles sont les procédures d'exportation, quelles sont les procédures d'importation des engrais. Nous avons tenu des réunions, ils ont fait des propositions. Ensemble, nous sommes assis, particulièrement dans le Mbamekim, dans le Mungo également. Nous avions tenu des réunions avec eux où nous travaillons. On a fait des propositions, mais il y a un seul décideur. Si le décideur ne prend pas en considération, ou alors on ne planifie pas l'opérationnalisation de ces décisions, même si il prend en considération, ça sera compliqué pour faire avancer le secteur. Donc, je dirais aussi qu'il faut également appuyer, mettre l'appui sur les acteurs du secteur, c'est-à-dire les acteurs privés, mettre le planteur au centre de toutes les décisions. Parce que, voyez-vous, il est difficile dans un secteur comme le café de planifier l'opérationnalisation de certaines mesures uniquement au niveau de l'administration centrale, parce que les réalités du terrain, rassurez-vous, sont tout autres. Très bien. Il faut tenir les réunions avec les cacaoculteurs, les caféculteurs de la base pour leur demander exactement comment est-ce qu'on peut planifier l'opérationnalisation des mesures que nous avions prises. Auquel cas, il sera très, très difficile que ce soit rentable. Malgré les problèmes, on a quand même eu une augmentation du prix du kilogramme de l'arabica qui a grimpé pour s'établir à 5 000 francs CFA. Le kilogramme et le robusta, lui, est resté maintenu à 3 200 francs CFA le kilogramme à l'international. Mais est-ce qu'on peut espérer plus par kilogramme de ces différents types de café? Non, sur la base de la qualité, on peut dire qu'on peut espérer. Parce que la qualité du café camerounais est très recherchée. Je vous assure, lorsque ceux, par exemple, qui sont dans l'espace Union européenne nous disent, lorsque le café camerounais est transformé, par exemple, en Hollande, est transformé, par exemple, en Grande-Bretagne, vous avez du goût lorsque vous les consommez. Donc déjà, au niveau de cette qualité-là, il est probable que le Cameroun puisse jouer dessus, puisse faire les prévisions là-dessus. Mais
la bonne manière serait un peu de faire comme le gouvernement ivoirien fait actuellement. Comment est-ce que le gouvernement ivoirien commence? Au début de chaque campagne, on fixe le prix. On fixe le prix minimum du café, que ce soit bon champ, c'est-à-dire au moment où on cueille, ou alors que ce soit semi-transformé. On fixe le prix minimum pour chaque produit, notamment pour le café et pour le cacao. Et là, les producteurs peuvent faire leurs prévisions et leurs projections. Oui. Mais du moment où notre prix sera en train d'être oscillé, va dépendre également des tendances à l'international. Et c'est difficile, extrêmement difficile de faire des prévisions. Regardez un peu comment la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a fait. Campagne 2021-2022, campagne 2022-2023, 2023-2024. Les mêmes mesures ont été transplantées. C'est-à-dire fixer le prix fort, c'est-à-dire à l'embarquement du café. Là, les producteurs sont conscients, les producteurs sont déterminés et savent déjà faire les prévisions. Merci, à un moment, vous allez vous rendre compte que le prix du café baisse. Un autre, le prix augmente. Dans la même période, pendant la même campagne. Vous voyez donc qu'il est difficile de faire des statistiques sûres. Oui, c'est là où le nœud du problème également peut se situer. Alors, Brice, on parlait justement il y a quelques instants des financements. On a quand même 10 milliards de francs CFA qui ont été mis à contribution cette année pour venir en aide à près de 60 000 producteurs camerounais. Oui. C'est une initiative porteuse, mais vous avez parlé de plus de financement, ce qui voudrait dire que cette enveloppe est très insuffisante. Non, très insuffisante. Là, on parle de presque 60 000 producteurs locaux. Mais là, c'est le chiffre officiel, environ 60 000. Oui. Mais si vous faites un recensement en bonne et due forme, notamment dans le secteur producteur, parce qu'il y a également les petits producteurs qu'il va falloir recenser, pas seulement les grands producteurs reconnus, il y a des petits producteurs. Et généralement, ces petits producteurs sont des femmes dans l'arrière-pays. Or, régulièrement, ceux qui entrent dans les statistiques nationales, c'est quoi? Ce sont les grands producteurs déjà connus. Vous voyez un peu, ce sont ceux-là qui sont déjà enregistrés. Mais il va falloir également repartir, faire un nouveau recensement pour savoir. Mais le financement est très petit. Parce que si vous intégrez les petits producteurs, vous allez vous rendre compte que vous êtes à plus de 70 000. Est-ce que la somme dont le gouvernement va mettre sur pied peut également financer 70 000 producteurs? L'encadrement aussi important, l'encadrement technique, former les gens, les reformer, les mettre dans la chaîne de prise de décision avant même de penser au financement. Oui, c'est d'abord ça. Parce que techniquement, s'ils n'ont pas la bonne séance, s'ils ne sont pas capables de produire les semences, eux-mêmes, s'ils doivent à tout moment aller acheter là où vous connaissez, il sera difficile d'atteindre le but. Alors aujourd'hui, on a un café qui est meilleur au fil des années. Oui. Est-ce qu'on peut espérer au Cameroun avoir une qualité bien meilleure que celle de la Côte d'Ivoire et du Ghana, qui reste aussi sur le continent africain les premiers producteurs de café? Oui, déjà, je ne dirais pas que le café camerounais et ghanéen sont très connus de par leur qualité, non. Non. Ce sont des informations... Ivoiriens et Ghanéens. Ivoiriens et Ghanéens, non. Ce sont des informations que d'autres ne disposent pas encore. Et ils étaient vendus plus cher sur le marché il y a encore quelques années. La quantité n'est pas la qualité. Vous allez vous rendre compte que depuis 2022, la qualité de ces producteurs que vous venez de citer a un peu baissé. La qualité a un peu baissé. Et il n'y a pas seulement ce secteur, il n'y a pas seulement ce facteur-là. Il y a aussi le programme de l'Union européenne qui impose une norme pour cette culture de rente-là, notamment la production écologique de la chose. Il faut éviter d'abattre les forêts, il faut éviter d'utiliser n'importe quelle technique pour procéder, pour cultiver le cacao. Et notamment, il y a des géolocalisations. Il y a un système de géolocalisation. Or, le Cameroun a déjà adhéré à ce système imposé par l'Union européenne. Ça, il faut l'avouer. Sauf qu'il est très difficile de l'appliquer en Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana et en Côte d'Ivoire. Ça vous rend compte que en Côte d'Ivoire, par exemple, au nord de la Côte d'Ivoire, je peux me tromper, mais ce sont des informations que j'ai. Je parle avec beaucoup de modestie. Au nord de la Côte d'Ivoire, les gens sont encore dans les déforestations. Les gens sont encore ne pratiquent plus régulièrement de la jachère. Vous voyez un peu, il y a certaines techniques que le Cameroun applique encore conformément aux normes de l'Union européenne que dans ces deux pays de l'Afrique de l'Ouest, on n'applique pas encore. Mais si on venait, Brice, à industrialiser le secteur du café, à transformer par nous-mêmes, quelle serait la plus-value? Voilà, la plus-value serait d'abord la création de l'emploi.
Parce que dans ce secteur, lorsque vous passez à une transformation, vous partez par exemple du tri, de la torréfaction, jusqu'à la dernière transformation où vous avez des boîtes de conserve. La plus-value d'abord, c'est la création de l'emploi. À chaque étape de la chaîne, on a besoin du personnel. C'est ça le réel problème. La plus-value aussi sur le plan économique, c'est quoi? Que ça va baisser les exportations. Et comme vous savez très bien, lorsque les exportations baissent, ça favorise également l'économie locale. Donc voilà les deux plus grandes values qu'on peut avoir. Mais est-ce que c'est le cas? Parce que aussi, c'est là où je souhaite également que le gouvernement s'appuie. Il y a eu une politique que le gouvernement a mis sur pied, mais qui n'est pas vulgarisée. Je ne sais même pas si combien de personnes y a bénéficié de cette politique. Dans le cas, par exemple, de l'impôt substitution, il est prévu des avantages au niveau de la douane, de telles exonérations pour les entreprises qui veulent s'installer au Cameroun et qui veulent faire de la transformation. Il y a certains avantages que la douane accorde, mais est-ce que c'est connu? Voilà également un autre problème. Or, certains pouvaient bénéficier de ces avantages-là, s'implanter au Cameroun et participer à la transformation locale et créer par conséquent de la plus-value. Mais sauf que les gens ne savent pas. Donc le gouvernement également a intérêt de multiplier les réunions, les colloques et bien d'autres avec les acteurs du secteur pour vulgariser ces différents avantages prévus dans le cadre de la loi de finances 2024, 2025 aussi. Ça apportera beaucoup plus de la plus-value. Très bien. Donc, merci à vous pour ces explications. Merci bien Armel, merci bien. Je veux simplement encourager les téléspectateurs d'aller vers l'information, et encourager les cacaoculteurs, les caféculteurs, notamment dans les deux grandes zones qui nous ont permis de faire des recherches où les gens ont été accessibles. Je parle particulièrement de Banta, ça c'est dans le Grand Bam. Je parle également du Mungo, dont les populations ont mis sur pied la documentation. Nous ont conduit au champ, montré exactement comment est-ce que tout se passe et jusqu'à ce que nous serons ici à cette émission. Merci une fois de plus de nous avoir invités. Merci à vous. Et c'est sur cet entretien que se referme ce numéro d'Afro-Business. Merci à vous de nous avoir regardé. Un programme que vous pouvez revoir sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes sur Dash Télévision et Dash Média. Et à très vite.